Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Isabelle Duval. Elle est auteure du livre Inhaled, qui est un livre qui est dédié à la lutte pour dénoncer les violences qui sont faites contre les femmes. Et ça tombe très bien puisque l'UNESCO, depuis quelques années, a mis en place la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est le 25 novembre. Et pendant 2 semaines, du 25 novembre au 10 décembre, partout dans le monde, on met en place des actions pour dénoncer les violences dont sont victimes les femmes. Isabelle Duval, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci à vous. D'autant plus que ce livre est très personnel puisque une grande partie inspirée d'expériences vécues. Oui. Donc ce n'est pas facile de se mettre à nu devant le grand public. Donc rien que pour ça, je vous dis bravo. Je vous remercie de m'avoir invitée et je vous dis aussi que vous êtes courageuse de m'avoir sur le plateau. Alors, merci. C'est un grand plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est pour Isabelle Duval le mot pouvoir? Pour moi, le pouvoir, c'est un heureux mélange entre le savoir-être et le savoir-faire. En général, je pense qu'on peut influencer de par son expertise et on peut influencer surtout dans sa qualité de rapport à l'autre. Et surtout, on parle, je suis coach aussi de formation, j'ai beaucoup de gens qui interviennent, qui travaillent comme intervenants aussi, soit comme médecins. 50% du travail, c'est le rapport. Donc, pour moi, je pense que le pouvoir provient d'une heureuse combinaison entre le savoir-faire et le savoir-être. Crédibilité, expertise, empathie, compréhension de l'autre, oui. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et surtout de lui donner ce titre? Parce que quand je l'ai lu, ce titre, Inhaled, et moi, en même temps, quand on le lit, on a presque envie de d'inhaler, en fait, et on se sent presque aspiré à ce moment-là. Et d'ailleurs, vous dites, je me suis sentie aspirée. Exact. Donc, d'abord, l'idée d'écrire le livre, ça faisait longtemps que j'écrivais, mais je n'avais jamais rien publié. Moi, je pense, personnellement, lorsqu'on écrit, on a quelque chose à dire. Je suis arrivée à un point dans ma vie où j'avais quelque chose à dire, où j'avais quelque chose à partager. Et puis, le titre... J'étais dans une relation qui est très dangereuse. L'homme avec qui j'étais, dans cette relation, je me suis sentie comme étant de la nourriture, de son oxygène. Donc, j'ai été aspirée, vraiment. J'ai été soufflée, aspirée, consommée. Et c'est de là que Inhaled, pour moi, j'ai joué avec d'autres titres, mais Inhaled était celui qui, selon moi, collait vraiment à la réalité que je vivais à ce moment-là. Donc ça, on le comprend mieux en anglais parce que ça passe un peu mieux. Est-ce qu'en français, ça donne la même chose? Et est-ce que vous avez eu des remarques par rapport à ça? C'est certain qu'on m'a demandé comment ça se fait que j'ai écrit en anglais, non pas en français, surtout de ma famille. Et je crois qu'éventuellement, le français va suivre. Ça serait sûrement pas inhalé. J'ai plus soufflé. C'est disparaître à quelque part. Hein. Lorsqu'on est dans une relation abusive, on perd son pouvoir d'exister, de faire. D'être. D'être, oui, exactement. De faire et d'être, il y a une fusion. L'abuseur veut se fusionner, il ne vous voit pas nécessairement comme quelque chose à part entière, il vous voit davantage comme son objet. Donc, je ne sais pas encore quel serait le titre, mais je pense que souffler, vraiment, serait un équivalent approximatif. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit venir? Est-ce que c'est une forme de prédateur, en fait? Est-ce qu'on le voit venir? Est-ce qu'on le sent? Et est-ce qu'on a conscience de ça et on se refuse de le voir? À quel moment est-ce qu'on prend conscience de ça? C'est une grosse question, c'est une grande question. Par où est-ce qu'on se sent en venir? Écoutez, moi, je sortais d'un mariage. Ça faisait 22, 23 ans que j'étais avec quelqu'un.
Donc, j'étais quand même assez naïve. Le paysage dans le dating a complètement changé. Donc, j'ai réalisé après 3-4 mois, j'ai quand même plongé tête première dans une relation qui m'apparaissait au départ normale et saine. J'ai remarqué des choses étranges, mais j'avais rien pour comparer et très empathique que je suis. On pardonne facilement, on rationalise. Alors, je vous dirais que non. Après 6 mois, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de vraiment... Oui, qu'il y avait un problème. Donc... Et est-ce que cette personne est d'une classe sociale élevée, est éduquée? Non. Éduquée. Une formation, parce qu'on a tellement de clichés sur ça, on a du mal à comprendre, on a du mal à... Parce qu'en général, on imagine ces personnes-là comme des personnes très intelligentes, qui sont des très bons psychologues, qui arrivent à bien manipuler, à prendre possession et le pouvoir de... En fait, ce sont des gens qui ont une intelligence de procédure. Moi, j'ai eu affaire à au minimum un pervers narcissique, un psychopathe. Donc, ce sont des gens qui... Je n'étais pas la première victime, je n'étais pas la dernière. Donc, il a fait du pouce sur ses essais et erreurs. Donc, ils ont une intelligence cognitive, oui. Au niveau de l'émotion, c'est des gens qui n'ont pas de profondeur. C'est très, très superficiel. C'est la nature de la pathologie, n'est-ce pas? Et face à ces gens-là, quelle est la bonne réaction à avoir? C'est de cesser le lien. La minute où on comprend à qui on a affaire. Mais comme vous l'avez mentionné dans votre question, c'est qu'il y a beaucoup de déni. Hein? Quand on se fait dire qu'on est aimé, qu'on est l'âme sœur, et que par la suite on est trahi, on est pris dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. On voit les choses telles qu'elles sont, ensuite telles qu'on voudrait l'être, et il y a le narratif qu'on se compte pour expliquer, pour rationaliser le fait qu'on reste. C'est ça qui est... Donc, une fois qu'on a dépassé ça, qu'on décide de voir la réalité en face, de faire une recherche. Moi, je ne savais rien de ce que c'était que le narcissisme ou de la psychopathie, oui, ou de la sociopathie. Donc, une fois que tu comprends la nature de l'animal, tu dois cesser tout contact et te protéger lorsque tu quittes, parce que la femme est à sa plus grande vulnérabilité au moment de quitter son abuseur, on le sait. D'abord, tu es vulnérable parce que ce que les gens ne comprennent pas, vous savez, ça prend environ 7 fois. Hein? La femme va se prendre à 7 reprises en moyenne pour quitter son abuseur. Et la raison, c'est que lorsque tu quittes, le cocktail de dopamine, d'endorphine, d'adrénaline, d'oxytocin... te manque? Oui, il y a un crash. Il y a un crash lorsque tu quittes. Donc, le désir est là. Et l'abuseur le sait. Donc, le moment où tu quittes, d'avoir un support autour de toi, ce qui n'était pas le cas pour moi. Moi, j'étais isolée, je vivais aux États-Unis, je ne pouvais pas quitter, j'avais des problèmes d'immigration. Donc, moi, je suis arrivée une proie parfaite, pré-isolée, right? C'est ce que les abuseurs veulent au départ, donc isoler la victime. Donc, ils identifient... Est-ce qu'il y a, on va dire, un profil des victimes? Vulnérabilité, très grande vulnérabilité. Ils vont souvent choisir des proies, des femmes qui sont en transition. Il peut y avoir un deuil, il peut y avoir une séparation. Des femmes qui se sentent seules. On me demande souvent... quel est le conseil que tu as à donner? Mais le premier conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas se mettre sur le dating, le marché du dating si on est seul. T'apprivoises ta solitude. Tu établis une relation avec ta solitude. Tu t'occupes d'abord et avant tout de répondre à tes besoins. Tu ne délègues pas ça. Donc, tu as moins de chances à ce moment-là de prendre n'importe qui. Hein? On ne va pas faire l'épicerie le ventre vide. On sort avec un paquet de Doritos. C'est l'équivalent, hein, quand on... Et on sait très bien que c'est pas bon pour la santé. Non, c'est ça. Exactement.
C'est vrai qu'on a du pervers narcissique parce que déjà, ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, c'est très tabou dans notre sujet. Et dès le départ, dans notre société, dès le départ, vous m'avez dit, ça prend du courage de m'inviter parce que c'est un livre qui fait polémique, parce que tout le monde n'est pas à l'aise sur ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que quelque part, ça a une résonance particulière chez chaque individu? Je ne le sais pas. Moi, je pourrais vous dire, de mon expérience, de ce que j'ai lu, les gens ne comprennent pas comment une femme intelligente, éduquée, qui a tout. Moi, je manque de rien dans la vie. Comment se fait-il, qu'elle reste dans une situation dangereuse? C'est ça qui dérange le plus. Avec Inhaled, je parle de sexualité, c'est graphique, c'est cru, mais c'est très honnête. C'est le voyage, c'est l'incursion à l'intérieur de la tête d'une victime. Qu'est-ce qui fait? On est fasciné par les psychopathes, oui, mais on devrait être tout autant fasciné par la personne qui reste, qui décide. Bon, jusqu'à quel point elle décide quand on sait qu'elle est manipulée, ça, c'est... Mais c'est à débattre. Mais on parle de transgression. Dans ce livre, on parle d'un individu, un psychopathe, un pervers narcissique qui déjà ne suit pas les normes de la société. Donc, c'est transgressif ici, mais la victime aussi a fait des choix qui le sont. Ça choque pour plusieurs. C'est difficile de comprendre les choix que j'ai faits. Moi, j'ai mis un de mes enfants en danger, clairement, là, de par un choix qui était... de par un très grand manque de jugement de ma part. Donc, de m'être fait violence, c'est une chose. Je suis capable de vivre avec ça. Mais d'avoir la honte, elle se situe pas là. Elle se situe par rapport à ce que j'aurais pu... ce que j'ai imposé. Pour protéger vos enfants. N'importe qui me connaît sait que je suis une mère de carrière. Je suis une mère de carrière. Malgré mes diplômes, j'ai bien décidé de m'occuper de ma famille. C'était pas c'est pas cohérent avec qui je suis. Les choix que j'ai faits dans cette relation ne me ressemblaient pas du tout. Je me suis vraiment perdue de vue. Donc, en ce sens-là, c'est transgressif. Très bien. Nous allons marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Isabelle Duval et nous parlions des conséquences des relations toxiques, notamment sur les enfants, sur la famille. Et vous disiez tout à l'heure, Isabelle, qu'un de vos regrets, c'est d'avoir exposé votre enfant. Parce que autant vous pouvez encaisser quelque part les coups, même si ce n'est pas des coups physiques, mais avoir exposé votre enfant, c'est vraiment un de vos regrets. Est-ce que la prise de conscience, elle commence à partir de là, quand on sent que son enfant commence par être blessé ou risque d'être exposé au même titre que vous? J'ai compris beaucoup de choses après l'écriture. Vous savez, après l'écriture, même après la publication, j'ai encore des flashs. J'ai été traumatisée. Pendant la pause, je vous expliquais, moi, je suis une maman de carrière. Je suis éduquée, j'ai des diplômes, mais n'importe qui me connaît, qui me connaissait, mais qui me connaît, sait que je suis une mère dédiée, dévouée. Je pense. Je ne suis pas parfaite, hein? Bien sûr. Mais j'étais là pour mes enfants. J'ai fait le choix de rester à la maison. Très... pas cohérent avec moi, ce que j'ai fait. Ça a duré combien de temps, cette relation? À peu près 18 mois. 24 mois on and off, là. Et maintenant, la relation, elle est complètement... Oui, complètement. Complètement finie. Non. Je suis protégée légalement pour un tas de raisons, là. Comment est-ce que, une fois qu'on est sorti de l'arc, au moment où vous étiez en train d'écrire, est-ce que vous revivez les scènes comme si vous étiez dans un tribunal? Est-ce que ça a été une forme d'exutoire pour vous permettre, vous, de vous guérir, ou est-ce qu'on arrive à guérir de ça? En fait, c'est ça ma question. L'écriture, est-ce que ça a été un exutoire? Oui et non. Ça m'a gardé quand même
dans le trauma, d'avoir à réécrire, et puis on édite, hein, donc on revoit certains passages. Je vous dirais que la partie plus thérapeutique, c'est une fois que c'est terminé, une fois qu'on publie. Il y a un grand soulagement, même si on a peur un peu, parce que je me suis quand même beaucoup exposée. Donc... Est-ce que c'était facile de trouver, par exemple, un éditeur qui accepte de publier votre histoire? Moi, j'ai pas publié de façon traditionnelle. J'ai publié à compte d'auteur. Je voulais que ça soit rapide. J'avais les moyens pour le faire. Donc, je suis quand même orientée objectif. Moi, je suis une personne d'action. Mon pouvoir à moi, au personnel comme professionnel, se situe au niveau de l'action. J'ai un objectif et je le fais. Peut-être il va y avoir une suite ou un prequel, sequel à ça. Peut-être que je vais considérer aller vers une édition, un éditeur plus, c'est-à-dire plus traditionnel. Comment ça s'est passé dans votre entourage quand il y a eu la publication de ce livre? Très bonne question. J'ai perdu quelques amis et j'en ai gagné des extraordinaires. J'ai pas de regrets. Je savais que c'était pour déranger. Le fait de s'exposer avec quand même, je voudrais pas dire candeur parce qu'il y a une certaine naïveté, puis je savais que c'était pour déranger. Mais je pense que publier aidait davantage. Si on fait une analyse coût-bénéfice, je pense que moi, je gagne plus à publier. Je pense que le partage, je le vois déjà dans le feedback de certaines lectrices que je peux faire une différence. Donc, Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi tabou? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à en parler? On ne comprend pas pourquoi quelqu'un reste dans ces relations comme ça. C'est noir et blanc, c'est dangereux, tu quittes. Une personne comme moi était aux prises avec un genre de syndrome de Stockholm. On s'identifie à l'abuseur. On va, comme je l'ai mentionné, il y a une dissonance, donc on justifie le fait d'être là. Et puis, on a été manipulé, donc il y a cette notion d'avoir... le terme, c'est le trauma bonding. On s'attache à cette personne-là en raison des traumas négatifs. Les gens ont de la difficulté à comprendre ça. Qu'est-ce qui fait? Mais c'est très, très fort, sinon plus fort qu'un attachement positif. Si vous aviez un jour pour changer quelque chose dans tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Aïe, aïe, aïe. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je changerais? J'aurais aimé quitter la relation plus tôt. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Je suis capable d'expliquer pourquoi ça m'a pris autant de temps, mais j'aurais aimé qu'il ait en mesure de quitter plus tôt. C'était très difficile pour moi. Ça a été très, très souffrant. J'étais seule, j'étais vraiment seule. Là. Pas de famille, pas d'amis. Donc... En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose en tout cas qui pour vous symbolise le pouvoir, la féminité, la prise en charge de sa vie, de tout ce que ça peut comporter. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? J'ai apporté mon Mont Blanc, avec lequel je joue depuis tout à l'heure. Évidemment, très féminin. Hein? Je ne me rappelle plus c'est quoi l'édition. Ça m'a été donné à mes 50 ans. Et puis, le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de l'expression, le pouvoir du mot. C'est concret. Hein? L'ordinateur, c'est autre chose. Mais ça, c'est ça mon pouvoir. Et le pouvoir de se reprendre en main, de reprendre sa vie en main. Oui, exactement, littéralement. Oui, merci. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? OK. Un dauphin. J'aime l'eau, la communication, donc c'est un être, je pense, intelligent. Et dans l'eau, pour moi, j'ai fait de la plongée. Je me sens beaucoup plus en fusion avec l'univers que sur la Terre.
Peut-être parce qu'il y a cette pesanteur, il y a cette... Bien, il y a un silence, il y a un calme, il y a une sérénité dans l'eau. La plupart de mes idées, même quand j'avais écrit mon mémoire de maîtrise, je me rappelle, c'était dans le bain que ça se passait. L'eau, les idées me viennent dans l'eau. Si une petite fille regarde notre entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Isabelle Duval », on ne lui souhaite pas de vivre ce que vous avez vécu, mais être une femme courageuse, être une femme qui n'a pas peur de relever les défis et de sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que vous lui diriez? De ne pas avoir peur de faire des erreurs. Moi, je pense que la relation à l'erreur est difficile. Je le vois aussi dans mes clientes en coaching. De se pardonner et de se rappeler que ceux et celles qui réussissent ont trébuché, souvent. Et que l'échec n'est pas une fatalité. Oh, absolument. On survit. On survit. Isabelle, vous êtes une femme de pouvoir. Parce que vous avez décidé de prendre le pouvoir sur votre vie. Oui. Quel pourrait être votre super pouvoir? L'écoute. Je pense avoir une grande capacité d'écoute et d'entendre. Et je sais que moi, j'apprécie être écoutée aussi. Donc, mais c'est ça, l'écoute. C'est d'ailleurs pour ça que vous faites ce métier de coach. Oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Très bien, ben, ça sera ça notre mot de la fin, l'écoute. Mais merci beaucoup Isabelle Duval. Et où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Le livre est sur Amazon. Il est à Montréal, à la librairie Paragraphe, Indigo. C'est ça. Donc, Amazon, c'est l'endroit idéal. Et pour l'instant, c'est la version anglaise. Oui, prochainement, il y aura la version française. Oui, j'aimerais ça. Puis le livre audio va sortir d'ici la semaine prochaine. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube et bien évidemment sur le site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.